Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dernière Volonté. Je m'appelle Mickaël, je suis thanatopracteur, conseiller funéraire et également créateur de contenu. Chaque jour dans mon métier, je rencontre des familles endeuillées, souvent désemparées face à une même question, qu'aurait choisi le défunt. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais osé aborder le sujet de leur vivant. Dans cette émission, des personnalités inspirantes ont accepté de se confier en toute intimité pour démontrer qu'il est important à un moment ou à un autre de parler de sa propre mort. À la fin de chaque émission, l'invité repartira avec une enveloppe contenant l'intégralité de ses dernières volontés basées sur un questionnaire. Parce qu'on ne choisit pas de mourir, mais on peut décider d'en parler pour libérer la parole et mieux l'accepter. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Romero. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Mickaël. Comment ça va ? Bon, très bien. Bien ? Prêt à parler de ta mort ? Oui, c'est un sujet auquel je suis habitué depuis longtemps, donc il n'y a pas de souci. Oui. Très important. On te remercie d'avoir accepté notre invitation, voilà, parce que c'est très important, comme tu le dis, d'en parler, et qui de mieux que toi pour parler de ce sujet, parce que tu es connu pour avoir déjà depuis bien longtemps parlé de sujets délicats, voilà, c'est ce qui te caractérise, et tu as obtenu des gains de cause pour beaucoup de tes combats. Donc, tu étais la personnalité qu'il nous fallait sur ce plateau de Dernière Volonté. Merci, c'est gentil, ça commence bien. On te remercie, voilà. Alors, avant de parler de tes dernières volontés, on va revenir quand même un petit peu en arrière. Hein. Alors, on viendra au factuel après. Donc, tu es né en 59 à Béthune. Oui. Voilà. En 73, tu côtoies la mort donc assez tôt, parce qu'en 73, tu perds ton papa, Cyrilo. Voilà. Tu avais quel âge, donc du coup, 73 ? J'avais 13 ans. Ah oui, donc, ok. Ouais. Tu as côtoyé la mort très jeune. Oui, il est mort devant moi en plus, donc j'étais là. Tu peux nous, si tu veux en parler, tu peux nous dire. Non, enfin, c'est une situation un peu, mais comme j'en ai déjà parlé, en plus je peux le dire, enfin, mon père était dans puisqu'il avait un cancer des poumons, et à la fin il ne pouvait plus monter dans la chambre au premier étage, donc il était dans la salle à manger où il était sur le canapé lit qu'on avait étendu. Il y avait d'un côté ma maman et de l'autre côté sa maîtresse. On ne savait pas que c'était sa maîtresse à cette époque-là, et moi j'étais en face. Évidemment, il s'étouffait quand on a ce genre de cancer, et il est mort en s'étouffant. Et quand il est mort, moi je m'en suis rendu compte tout de suite, sauf que les deux femmes, elles, parce qu'après il a un peu bougé, etc. Enfin, tu connais un peu tout ça, et moi tout de suite j'aurais dit mais il est mort là, et j'étais le gamin qui était mort et qui était appelé le médecin, appelé à cette époque le curé, violent, etc. Okay. Et c'est moi qui ai fait tout ça, et qui ai d'ailleurs géré les premiers trucs, parce que ma mère n'était pas en état de le faire. Et, donc tu t'es substitué à ta mère mais très naturellement. Ok, donc toi tu as été plongé dans la mort très jeune, d'accord. Ok, donc c'est très violent quand même. En 83, tu obtiens un DEA de droit public à Paris. En 84, tu rencontres ton premier grand amour, Hubert. Oui. En 87, on t'annonce ta séropositivité. C'était violent. Il faut se mettre dans le contexte de l'époque. J'étais évidemment trop jeune pour imaginer ce que c'est, mais en 87, c'était un arrêt de mort. C'est-à-dire que quand un médecin te disait vous êtes séropositif, vous pensiez que vous comptiez les heures, les jours. Et donc à ce moment-là, évidemment, j'imaginais pas que je connaîtrais mes 30 ans. Et puis je suis là des décennies plus tard. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était quelque chose d'une violence, inouïe, mais que j'ai su plutôt gérer comme j'ai géré dans tous les drames de ma vie, c'est-à-dire que j'ai continué à vivre normalement. Tu en as fait une force peut-être aussi maintenant, peut-être, oui, sûrement, mais à ce moment-là, j'ai fait contrairement à certains de mes amis, c'est-à-dire que moi, le lendemain, le jour même d'ailleurs, après avoir appris ma séropositivité, j'étais assistant parlementaire d'un député de province, et je suis retourné travailler. D'accord. J'allais pas bien, comme tu peux imaginer. Bien sûr, mais je suis retourné travailler, et je ne me suis pas arrêté de travailler. Je pense que c'est ce qui m'a sauvé à ce moment-là. Comme on dit souvent, c'est le mental qui fait la différence. Donc, parfois, oui. J'ai cette chance, moi, d'avoir face aux épreuves souvent une espèce de force et de résilience qui m'a aidé à surmonter et peut-être à être encore là, parce que quand moi j'ai appris que j'étais séropo, un mois plus tard, j'avais mes premiers résultats. Ils étaient catastrophiques, puisque tu sais, quand on ne va pas entrer dans les détails, c'est compliqué pour les gens, mais quand tu as 200 T4, c'est-à-dire que ta charge immunitaire qui est en dessous de 200, c'était avoir plein de maladies opportunistes et mourir. Et moi, un mois plus tard, j'étais à 200.
Donc Ok. c'est-à-dire que j'étais déjà arrivé au seuil critique. C'est critique. Et paradoxalement, mes amis, eux, ils n'étaient pas dans ces seuils critiques, mais ceux qui ont quitté un peu la vie, c'est-à-dire sont restés chez eux, sont tombés dans des dépressions et ont malheureusement parti extrêmement vite. Donc j'ai eu cette chance et je pense que si j'étais resté chez moi, je suis pas sûr que je serais encore là parce que j'aurais totalement déprimé parce que Voilà, à ce moment-là, quel avenir je pouvais avoir en étant séropositif. Bien sûr, bien sûr. Non, mais la force d'esprit, je pense, fait la différence dans ces situations-là. Ça se voit dans beaucoup d'autres pathologies, je pense aussi. Donc en 87, tu attaques un traitement AZT. En 89, c'est ta première élection de conseiller municipal à Bobigny. Voilà, début d'une carrière politique. En 94, tu recôtoies la mort avec le décès donc, de ton compagnon Hubert à Strasbourg. Ouais. Ça a été, alors c'était plus mon compagnon, mais c'était mon premier grand amour et quelqu'un qui était un peu tout, quoi. Mon nord, mon sud, je sais plus qui disait ça, mon est, mon ouest, enfin. Et puis quelqu'un qui, voilà, jusqu'à la fin de sa vie, on s'appelait 10 fois par jour. Très proche. On était vraiment très très proches. Il avait qu'1 an de plus que moi, mais en même temps, il était 10 fois plus mature que moi et je ne faisais rien sans lui demander son avis et son avis était essentiel. Et donc, c'était vraiment quelqu'un qui a vraiment marqué ma vie, qui m'a aidé à assumer qui j'étais, parce que je suis une génération aussi où assumer son homosexualité, c'était pas forcément évident. Et en ayant connu l'amour avec lui, ça a permis beaucoup de choses. Donc évidemment, sa mort a été tragique. En plus, elle a été extrêmement douloureuse, ce qui a en plus encore plus motivé un combat que je vais mener des années plus tard, qui est celui du droit de mourir dans la dignité. Très important. Puisque quasiment le dernier week-end, il est mort un lundi, et le dernier week-end avant sa mort, il était donc à Strasbourg, et sa maman m'avait demandé de venir parce qu'elle avait une communion de petits-enfants et que tous les soirs, elle dormait avec lui. Moi, je venais quand je pouvais, parce que c'était Strasbourg. À l'époque, c'était compliqué, il n'y avait pas de TGV. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, je suis venu et donc j'ai vécu ces derniers moments lucides, puisque le dimanche, quand je suis parti, il est tombé dans le coma. Il a juste eu le temps de me dire quelques mots formidables. Mais j'ai vécu cette dernière nuit qui a été une nuit épouvantable, où il souffrait le martyre et où je demandais aux soignants qui étaient là, mais donnez-lui de la morphine, etc. Et il me disait non, ça va accélérer sa mort. Et je leur disais, mais de toute façon, je disais, mais il va mourir là, vous voyez bien dans l'état où il est. Ah oui, mais on peut pas, etc. Et puis il va être dépendant. Mais je disais, mais vous êtes fou, mais bon, faut savoir qu'il avait opéré quelques jours avant des yeux, mais tu sais, à l'époque, c'était très compliqué. C'était ses parents qui avaient décidé. On n'avait pas grand-chose à dire, même si on était le compagnon ou pas le compagnon. Oui. C'était très compliqué à cette époque-là. Et il a passé une nuit atroce où ce garçon, qui était certainement le garçon peut-être le plus gentil que j'ai connu dans ma vie, qui était vraiment d'une douceur, d'une gentillesse, mais il souffrait tellement que, évidemment, quand tu souffres, il m'a dit des choses horribles cette nuit-là. Enfin, bien sûr. Ce n'était pas lui. Mais heureusement, et les choses dans la vie finissent toujours par bien se faire, au moment où il s'est enfoncé dans son coma, qu'il a emmené jusqu'au lendemain où il est mort, il m'a remercié, il m'a dit merci d'avoir toujours été là, d'être resté jusqu'au bout, etc. Donc c'était formidable. En même temps, j'avais vécu un truc qui m'a révolté et qui a fait qu'après, j'ai mené un combat, enfin je continue à mener un combat parce que voir qu'on laisse souffrir des gens comme ça et que quand on demande certains médicaments, on dit attends, non, surtout parce qu'à l'époque, la morphine aujourd'hui on la donne beaucoup plus facilement, mais à cette époque-là c'était quand même extrêmement tabou chez certains soignants et on préférait laisser le mec souffrir comme ça et ça a été révoltant. Mais on va en parler du droit à mourir, tu relèves un sujet très intéressant. En 95, lancement officiel des élus locaux contre le sida avec Roselyne Bachelot et Sheila. Voilà, 98, première élection de conseiller régional. En 2000, coup dur, mais cette fois-ci pas en lien avec la mort, tu es victime d'un outing. Donc, c'est un magazine qui a révélé ton homosexualité à ta place. Je devais le révéler au monde. Okay. J'avais une interview qui était préparée sur les questions de société. On était en plein dans le vote du PAX. Et je devais avoir, mais en plus complètement dédramatisé, une question au milieu. Est-ce que vous êtes homosexuel ? Je répondais oui et on passait à autre chose. Ok, ouais, mais voilà, c'était ce qui était prévu. Et puis,
couper l'herbe sous le pied, ce qui est assez violent parce qu'à l'époque, j'étais pas vraiment connu. J'étais connu comme militant, etc. Mais il y a eu énormément de médias qui en ont parlé et comme si j'ai dû aller presque me défendre, ce qui était quand même un peu terrible. Donc j'en ai voulu beaucoup à cette époque-là au journalisme. Maintenant, j'ai oublié, je sais même pas ce qu'il est devenu. Oui, bien sûr, on en fait une force encore une fois. Je pense, mais c'était nul de faire ça et on t'a volé ce moment en fait. Voilà, on m'a volé ce moment-là. On t'a volé ce moment et c'est pas cool du tout. Tu sors ton premier livre, On m'a volé ma vérité, en 2001. En 2002, tu annonces publiquement ta séropositivité dans un deuxième livre. En 2004, tu obtiens une Légion d'honneur. Ouais. Bien. Mais lié au combat contre le sida. Hein. Lié au combat contre le sida, voilà. D'accord, ok. C'est très intéressant. En 2005, président du collectif SIDA Grande Cause Nationale, et en 2005 toujours, en 2007, pardon, tu es élu président de l'association du droit à mourir dans la dignité. On en revient, donc juste dingue. Donc c'est un combat que tu mènes depuis longtemps. On vient de comprendre du coup maintenant pourquoi. Très intéressant. On en parle beaucoup dans Dernière Volonté, avec tous les invités on en parle, voilà, parce que c'est un sujet ça doit avancer, voilà. Parce que c'est un droit aussi de mourir sans un droit de choisir surtout. Voilà, tu choisis droit pas de choisir, voilà, c'est le droit de choisir mais c'est ça, les conditions de ta fin, le moment, la manière de mourir. Il y a des gens, on sait qu'ils ont des maladies incurables, donc c'est très 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 important. En 2008, tu es président du comité de soutien à Florence Cassé. En 2012, tu coécris un livre qui va faire le sujet d'un documentaire qui s'appelle Homo Politicus. En 2013, le prix des internautes de l'humour politique pour un gay qui vote à droite. 2013, tu te maries avec Chris, ouais. la mairie du 12e. Et en 2017, tu recôtoies la mort avec le décès de Chris. 2018. 2018, ouais, pardon, oui, 2017, ouais. C'est 10 ans d'amour avec Chris. Voilà. Ouais. 2017, remise de mon rapport à Anne Hidalgo, faire de Paris la capitale des droits LGBTQIA+. Et en 2017, ouais, je vois donc 30 ans de vie avec le sida. Donc tu as défié les pronostics parce que tu te pensais condamné, toi, inévitablement. Qui aurait pu imaginer en 1987 que j'étais encore vivant. Il n'y a pas si longtemps, on en parlait avec Lynn Renaud, qui était une des premières à qui je l'ai dit, et elle me dit, mais tu sais, quand tu me l'as dit à l'époque, je me disais, oh, le pauvre Jean-Luc, il ne connaîtra pas ses 30 ans, etc. Et penser qu'elle a aujourd'hui, elle, 97 ans, moi je suis toujours là, c'était totalement inimaginable. Oui, c'est même un peu horrible aussi de penser que mon premier médecin qui m'a suivi, qui était un type formidable, qui s'appelait Jacques Lebas, qui était le mari de Michel Barzac, quand il m'a pris en charge, pour moi, c'était une évidence que je ne verrais jamais mourir. Voilà, et malheureusement, mon propre médecin est mort d'un cancer. Et quand il est mort, c'était un peu un choc parce que c'était inimaginable de penser que lui partirait avant moi. Et oui, bien sûr. Et oui, inévitablement, dans une situation pareille. Donc en 2018, tu recôtoies la mort de près, avec la mort de Chris, du coup. Tu veux nous en parler un petit peu ? C'était très violent. Il est mort dans des conditions violentes, dans une soirée chemsex. Et la personne à qui il était n'a pas appelé les secours à temps. Et il avait 31 ans et c'est quelque chose d'une violence inouïe. Il était beaucoup plus jeune que moi et j'avais enfin l'impression, après avoir vu mourir, parce que moi, entre la fin le début des années 90 jusqu'au 95-96, j'ai vu mourir quasiment puis j'ai vu mourir tous mes amis. J'ai été dans une radio qui s'appelait Fréquence Gay, qui a été la première radio homosexuelle au monde, dans laquelle j'ai été dans les années 82-83. L'immense majorité des gens qui y ont travaillé, on était des bénévoles dans cette radio, mais sont quasiment tous morts. Et donc, je me retrouvais, ça faisait 11 ans que je vivais avec un garçon plus jeune que moi, et je me disais, enfin, cette fois-ci, c'est plus moi qui vais enterrer ni mon petit copain, ni mon mari, etc. Et arrive ce moment terrible, et c'est d'une violence inouïe.
dont on se remet Peut-être un jamais peu de d'ailleurs. colère aussi envers les personnes qui n'ont pas prévenu, qui n'ont pas Oui, fait le bien nécessaire. sûr, la colère et de l'incompréhension, de la culpabilité aussi toi-même, parce que tu te Bien dis, sûr. tu t'es pas rendu compte de ce qui s'était passé, donc c'est quelque chose, ouais, qui est difficile à vivre dans une vie, c'est clair. Bien sûr, et oui, on se doute. Surtout qu'en 2020, tu recôtoies la mort avec le décès de ta maman. Oui, Voilà. en plein Covid, plein donc Covid, dans des donc, conditions, enfin que tu connais bien et Et qui oui, pas de étaient possibilité abominables de pour les voir les proches. défunts. Et abominable pour les proches. Et j'avoue qu'en plus, moi, j'ai eu un tout petit peu de chance parce que j'étais quand même à un moment où il y a eu un mois où on avait le droit de faire des enterrements. Et donc, on a pu avoir un vrai enterrement. Ça, c'était formidable, mais on n'a pas pu la revoir. Et puis, les conditions dans lesquelles elle était mise dans son cercueil, dans tout ça, ont été vraiment en dessous de Elle tout. n'a pas été habillée, Et elle n'a pas été préparée. habillée. On n'y a pas. Pourtant, de j'avais dignité. tout préparé, la robe. Ouais, elle tenait absolument à ce qu'on lui enlève son alliance pour me la remettre. Ça n'a pas été fait. Et puis des gens un peu très légers après qui vous disent bah t'avais qu'à venir la prendre toi-même. Et tu leur dis mais j'avais pas le droit de l'approcher. C'était plus très compliqué ces conditions de Covid les pompes pour funèbres qui ont pour été les gens. limites. Oui, d'accord. Et puis c'est très important de pouvoir voir son défunt, ça on le dit jamais assez les amis. Ouais. C'est important pour le travail du deuil, ça fait partie du concret, on a la nécessité de voir. Donc en 2023, tu sors ton 13e livre, Le Serment de Berne, de la mort solitaire à la mort solitaire à la mort solidaire. Ouais. Donc sur ce combat, sur la fin de vie. Oui, voilà. donc auteur accompli, parce que le 13e livre, ok. 2025, élu président du SIS, Association Sida Info Service. Ouais. Non, mais je suis très content parce que bon, dans mes grands combats, il y a la lutte contre le sida, la lutte pour une fin de vie libre et digne, et puis évidemment le combat contre les discriminations et les questions LGBT. Et je trouve que présider une des plus grandes associations de lutte contre le sida, à la fin un peu de ma carrière, entre guillemets, je trouve que c'est plutôt bien parce que c'est en plus très utile au moment où les gens ne parlent que de l'intelligence artificielle. Bah, on voit bien qu'il est quand même nécessaire, et j'ai fait il y a peu de temps de l'écoute, enfin j'ai été à côté des écoutants récemment, voir à quel point voilà, les gens ont besoin d'être rassurés parce qu'ils ont pris des risques sexuels, parce que, etc. Plus Sida Info Service n'a pas que des lignes liées à ça. Par exemple, les lignes Covid, c'est aussi cette association qui les gère. Et je trouve que c'est important, en tout cas, qu'il y ait toujours de l'humain qui soit là pour rassurer les gens. Bien sûr. Et je peux te dire qu'après plusieurs écoutes, je suis un peu sidéré de voir parfois la méconnaissance que les gens ont sur les risques sexuels qu'ils peuvent prendre ou les fantasmes qu'ils peuvent avoir autour d'un certain nombre de choses. Et c'est important qu'ils puissent pouvoir téléphoner et avoir quelqu'un immédiatement qui va pouvoir leur donner des informations. Et la plupart du temps, heureusement, les rassurer parce qu'ils n'auront pas pris de risques particuliers ou parce qu'il n'y a rien de grave derrière. Voilà, c'est ça. L'information et la communication restent importantes de nos jours. Et c'est pas l'IA qui va remplacer l'humain, pas encore. Voilà. Bon, et alors Jean-Luc, du coup, dans ce parcours étonnant qu'on vient de citer, donc on sait que tu as pris conscience de la mort rapidement, mais alors de ta propre mort à toi, tu en as pris conscience à quel moment? Au moment où tu as été malade, au moment de la mort de ton papa? Au moment de la mort de mon papa, c'était prendre la prise de conscience de la mort en général. Et ta propre mortalité à toi? Moi, je pense que c'est au moment où j'apprends que je suis séropositif. Parce que avant, comme tout le monde, dans la vingtaine, dans tout ça, c'est pas la question forcément que tu penses le plus. Ma génération a malheureusement été celle, et puis celle qui précédait, qui elle, a dû, par la force des choses, s'y intéresser. Mais le jour où ton médecin te dit tu es séropositif et qu'il dit qu'il n'y a pas de traitement, qu'il n'y a rien, etc., et qu'il essaye bien maladroitement, mais qu'est-ce que tu veux faire dans ces cas-là? Là, tu te poses réellement la question et tu commences à réfléchir et puis à partir de ce moment-là, oui, c'est une question qui m'a suivi toute ma vie. Voilà, donc tu en as pris conscience à ce moment-là. Voilà. Et à l'heure actuelle des choses, tu es face à la mort, tu es en face avec, tu es réticent, tu l'as accepté,
Bon, je pense qu'on n'accepte jamais complètement parce que voilà, on est dans la vie et que c'est quand même compliqué d'accepter sa finitude à un moment. Mais Bien sûr. moi, oui, je l'ai intégré, j'essaye de l'apprivoiser. C'est un sujet que je peux évoquer sans absolument aucun problème. Et puis, je l'ai préparé. Parce que j'estime qu'il faut la préparer, que c'est important, très et que important. préparer sa mort, c'est continuer à bien vivre déjà, et que je pense que les gens qui ont réfléchi à leur mort, c'est souvent ceux qui vivent le mieux et qui profitent le mieux de la vie. C'est ceux qui savourent plus la vie. Et ça, vrai. Je l'ai constaté, le fait d'avoir été et d'être dans cette association pour le droit de mourir dans la dignité, où je côtoie donc beaucoup de gens qui ont une réflexion autour de ça, soit parce qu'ils ont été confrontés, soit parce qu'ils sont très malades, etc. Ça te remet les choses en place parce que tu te rends compte qu'au final, c'est ceux-là qui sont des bons vivants, qui aiment la vie, qui aiment s'amuser et qui profitent de chaque seconde. Bien sûr, mais c'est ça, c'est sûr. Quand on fréquente la mort de près, quand on la côtoie de près ou quand on a des situations comme ça, inévitablement, on a un autre regard sur la vie et on comprend qu'en fait, chaque minute est bonne à prendre, c'est clair. Je pense, et c'est ça. Et quand on a compris ça, on se prend beaucoup moins la tête, les amis. Jean-Luc, qu'est-ce que tu dirais au Jean-Luc Romero de 87, par exemple, à l'heure actuelle, avec ton savoir de maintenant? Qu'est-ce que tu lui dirais, Jean-Luc Romero? Moi, je lui dirais rien du tout au final, parce que je pense que à chaque décennie, tu apprends les choses par toi-même. Et je pense que l'expérience que j'ai aujourd'hui m'aurait pas plus aidé en 87, et je pense que j'ai bien réagi. Tu avais déjà la bonne mentalité, je pense. Ouais, j'avais. Non, moi, d'abord, je suis pas quelqu'un qui suis nostalgique. Je trouve que la nostalgie, de temps en temps, évidemment, on l'a un peu en pensant mais vivre dans la nostalgie, c'est pas mon truc. Non, moi, je vis dans le seul instant présent. Et c'est une très bonne chose. Il faut savourer chaque instant, les amis. Profiter de ses proches et beaucoup de bienveillance. Alors Jean-Luc, on en vient à ce pourquoi tu es ici. Voilà. On est, je sais pas, on est en 2090 et Jean-Luc Romero n'est plus. Paisible et longue vie. Voilà, paisible, je sais pas trop, mais longue. Là, elle aurait été un peu longue. Là. Longue vie, très longue. Je ne souhaite pas ça, parce que là, ce serait terrible. Alors, quel type de funérailles tu souhaites? Crémation ou inhumation? Crémation. Ah, ça c'est tranché, crémation. Oui, bien sûr, c'est depuis toujours. Crémation, ok, non mais c'est très bien, crémation. Alors il faut savoir qu'à chaque question, si tu ne sais pas, tu peux me dire pas de préférence ou tu peux dire je ne sais pas, le choix de la famille ou de la personne qui organisera mes obsèques. Quel type de cérémonie? Une cérémonie religieuse, une cérémonie civile, aucune cérémonie? Moi, je souhaiterais, je souhaiterais ne pas mourir ici, donc je voudrais mourir en Thaïlande, et je souhaiterais une cérémonie bouddhiste et être incinéré dans un temple bouddhiste. Ce serait ça l'idéal. Bien. T'aimes bien les temples bouddhistes? Oui, et si c'est pas le cas, ce sera Hospice Ceci à Paris. On a dans le 12e arrondissement un temple bouddhiste qui est dans dans le bois de Vincennes. Donc pourquoi pas là? Ok, d'accord. Tu sais que j'habite à côté du temple de Biolay, c'est un des plus gros temples. Oui, tout à fait. C'est à 20 minutes de chez moi. Ah, ok. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, une question délicate pour les personnalités comme toi. Tu imagines plutôt une cérémonie publique, à l'image de ta vie, donc tu as partagé tous tes combats, tu as partagé toute ta vie, encore maintenant tu partages tes dernières volontés devant une caméra et on t'en remercie, ou tu imagines plus quelque chose de privé, ou peut-être un mix des deux, un moment public pour tout le monde, et après quelque chose de privé pour ta famille. Mais non, mais public pour la cérémonie, mais par contre pour les cendres, j'ai une petite idée déjà et je souhaite que ce soit quelques personnes qui... Ok, alors on va y venir justement, parfait. Donc une cérémonie publique, souvent ça se fait, ça, même pour les gens qui ne sont pas des personnalités. Ça me gêne pas. Ils vont faire par exemple la cérémonie avec beaucoup de monde et après l'inhumation ou la remise d'urne de manière... Non mais la question est pertinente quand on est une personnalité publique parce que peut-être qu'il y en a qui ne veulent pas du tout de tout ça, mais il y en a aussi qui se disent qu'il y a des gens qui les ont aimés, qui les ont soutenus. Moi je trouve que voilà, j'ai eu plusieurs combats, je trouve que les gens qui voudront venir m'honorer... Je trouve ça sympa qu'ils puissent avoir un moment où ils puissent venir, qui ne sera pas un moment triste. Je ne souhaite pas du tout que ce soit un moment triste parce que j'ai eu plutôt une belle vie. On va y venir justement à la cérémonie, très bien. Alors, concernant les soins du corps,
Donc, tu connais le sujet puisque Ouais. tu as été un des premiers militants pour que la thanatopraxie puisse se faire sur les personnes séropositives, parce qu'on va faire un petit rappel. Pendant des décennies, les personnes porteurs du HIV ne pouvaient pas bénéficier de soins de thanatopraxie. Voilà, ce qui est une stupidité sans nom. Depuis quelques années, c'est possible, et notamment grâce à Jean-Luc Romero, qui a été précurseur dans ce combat, et il a obtenu gain de cause. Mais il va nous en parler un petit peu. Donc, tu serais pour la thanatopraxie, du coup ? Oui, même si autant tu vois une cérémonie publique, voilà, je trouve ça plutôt bien. Autant j'avoue que ça, c'est sûr que les personnes qui voudront boire avant, ça me gêne pas. Donc Oui, ça te dérangerait pas d'être visible. autant que je sois le plus présentable possible pour pas traumatiser qui que ce soit. Donc Oui. voilà. Mais c'est pas la chose qui me préoccupe le plus. D'accord. C'est pas la chose qui est la plus importante pour moi. Mais tu n'es pas contre une présentation Non. pour que les gens qui ressentent le besoin puissent venir se recueillir auprès de Mais, toi. mais là, un truc que je souhaite pas vraiment public, c'est-à-dire vraiment des gens qui Intimistes, bien sûr. des gens qui Présentation, ont ouais. compté pour moi. J'ai pas envie qu'il y ait plein de gens qui viennent voir voilà, je suis pas le pape, hein, donc. Oui, il y a non, aucune mais bien raison. sûr. Ok. Donc plus pour du privé, mais des soins. Ouais. Parce que je pense que c'est quand j'ai vu mon mari, ce qui a été un moment extrêmement violent, mais qui a été aussi un moment qui était nécessaire pour prendre conscience. Parce que quand vous avez une mort soudaine de quelqu'un que vous quittez un matin, et le lendemain il est mort, il n'est pas malade, etc., vous avez besoin de voir à un moment, surtout que comme il y a eu ces problèmes, il y a eu une enquête et pendant quasiment 8 jours, on n'a pas le droit de le voir. En plus. Oui, ça, et donc je pense que je me suis rendu compte que ce moment était d'une violence extrême, mais il était aussi extrêmement utile pour se dire non, parce que par moments je me disais mais tout ça est un film, je ne vis pas. Et donc je pense que pour les proches, ça peut être bien quand même. Et je comprends que certains ont peut-être envie de voir la personne. En tout cas moi ça m'a été 99% des gens, je pense maintenant, ont besoin de voir. Et c'est des deuils très compliqués quand on ne peut pas voir. Tu l'as vécu pour ta maman. Moi, ça m'est arrivé récemment avec une amie. J'ai dû conseiller à sa maman de ne pas la voir. Voilà. Un petit peu même cas de figure. Hein. Elle est morte inopinément pendant son sommeil à 31 ans. Et en fait, c'est long. Voilà, l'IML, ça a été très long. Ils nous ont restitué le corps au bout de 7 jours. Au bout de 7 jours, forcément, la thanatomorphose, elle ne s'est pas stoppée. Hein. Et il a fallu faire un choix. Donc, c'est à cette maman qu'elle ne la verrait pas. Et c'est très délicat. C'est très délicat. D'où l'importance. Il y a des gens, des fois, notamment nos haters, qui disent mais quel intérêt, on est mort, quel intérêt d'être beau, quel intérêt. Mais bien sûr que tout le monde mérite de partir du moment, c'est une certitude. Mais l'intérêt de la thanatopraxie, c'est le travail du deuil des gens autour. Bien sûr. Nous, notre travail indirectement, même les thanatos, on travaille pour les endeuillés, on travaille pour les humains. Bien sûr que respecter la dignité et l'intégrité du corps, c'est bien. Mais voilà, c'est ça. Et c'est ce que les gens n'ont pas ce raisonnement-là. Mais très bien, donc je vois. Donc un soin pour l'intérêt de tes proches, voilà. Et alors, comment tu t'imagines présenter comment? Tu veux être vêtu comme tu t'habillais tous les jours? Tu as quelque chose en particulier? Je veux cette Alors ça, je l'ai veste-là. pas j'ai écrit beaucoup de choses, mais ça, je l'ai pas écrit. Mais ça tant tombe qu'à bien, faire, on va l'écrire ensemble. Je mets beaucoup de vestes bleues, avec une veste bleue, une chemise, un jean et puis des baskets blanches, voilà. Et puis un nœud rouge. La seule chose que je veux, c'est que je veux plus je veux emporter rien du tout, pas de bijoux, pas de choses comme ça, parce que c'est complètement stupide autant que la famille, pour être crématisé, autant donner ce que des choses un peu symboliques que tu peux avoir sur toi. Donc moi, je ne veux rien hormis un ruban rouge qui a quand même été ce combat personnel, devenu collectif. Donc voilà, voilà, tout chemise similaire à un peu comme tu habillais là. Aujourd'hui, je suis en marron, mais voilà. Mais veste bleue, plutôt veste bleue, chemise blanche. Voilà, fidèle à toi-même. Voilà, rien de plus. C'est très bien, c'est très bien. Moi, je note tout. Alors Jean-Luc, on va passer au choix du cercueil. Tu sais qu'en France, le cercueil est obligatoire pour tout le monde, qu'il soit crématisé ou inhumé, le cercueil est obligatoire. Donc je vais te demander de regarder l'écran qui se trouve juste à côté de toi et je vais te montrer un cercueil qui a été imaginé pour toi par Pimp My Coffin. C'est qu'une idée, voilà. C'est dans l'idée de ce qu'il y a ici, un cercueil qu'on personnalise avec une IA, on met des idées, voilà. Et l'IA nous propose quelque chose et on a fait ça pour toi. Donc Jean-Luc, je te laisse regarder l'écran à côté de toi. Et c'est un cercueil qui a été imaginé pour toi par Pimp My Coffin, voilà. Alors bien sûr, attention, c'est qu'on a pris des choses qui te caractérisent. Donc du coup, voilà,
Paris, c'est ton petit génial. logo, tu as vu, tu l'as ton petit logo. Génial. Alors après, bon, il y avait peut-être des éléments qu'on n'avait pas, mais si tu veux, ça te donne une idée. C'est pour montrer que le funéraire, ça se modernise, on peut faire tout un tas de choses, voilà. Donc chaque personnalité a une proposition de cercueil. C'est très, très coloré. Ah mais moi, ça ne me gêne pas, si ce n'est que… alors, je vais peut-être te décevoir, mais ma mère voulait absolument avoir un cercueil en carton. Bon, pour des tas de raisons, et parce qu'aussi, de toute façon, je n'aurais pas fait ça, c'est compliqué, elle ne l'avait pas écrit et tout, et je ne voyais pas vis-à-vis de ses amis arriver avec un cercueil en carton, et je crois qu'à Béthune, ça n'existait pas. On était en plein Covid, et en plus, on nous a trouvé moyen quand même de nous mettre le cercueil le plus cher, parce qu'il y avait soi-disant plus que ça. Et oui. Christophe, mon mari, voulait exactement la même chose. Je n'ai évidemment pas fait ça, tandis que moi, je souhaite vraiment que l'on fasse cela, parce que c'est possible, ça existe. Aux pompes funèbres de Paris, on a permis aux gens qui, pour eux, plus pour des raisons financières, moi c'est pas pour des raisons financières, c'est que, estimant que je vais être crématisé, je vois pas du tout l'intérêt de dépenser du fric dans un cercueil. Maintenant, si ce cercueil en carton, on peut, et tu m'as donné une idée, le décorer de cette manière-là, ce serait très fun, ça m'amuserait. Mais je suis pas sûr qu'on puisse le faire. Je crois qu'on peut les personnaliser, les cercueils en carton maintenant. Je crois qu'on peut les imprimer. Oui. Mais alors, il faut savoir que le cercueil en carton coûte le prix d'un cercueil en bois d'entrée de gamme. Mais je m'en fous. Enfin, c'est vraiment le prix d'un cercueil en bois. Il coûte moins cher quand même. Enfin, je crois que ça coûte moins pas cher. Pas grand-chose. Il n'y a même pas 100 € d'écart. Ah oui? Ouais. Voilà, ça coûte très cher. Et en plus, c'est une fausse bonne écologie parce que c'est rempli de colle. Et il n'y a rien de pire pour colmater les filtres des appareils crématoires. Et voilà, c'est une fausse bonne écologie. Bah écoute, alors peut-être grâce à toi, je vais revenir sur un cercueil de base en bois, si tu me dis que c'est plus écologique, et sur lequel on pourra. Et l'idée, je la trouve très… voilà. Tu vois, c'est sympa, tu peux faire ce que tu veux. Tu as un configurateur, tu mets ce que tu veux. Mais on peut faire des choses comme ça maintenant? Ah oui, c'est Pimp My Coffin qui fait ça. Tu peux y aller, tu génères, tu peux même mettre des tons si tu veux. Comme disent certains, j'achète. Voilà. Je rajouterai des choses parce qu'il n'y a pas que la Tour Eiffel. Paris est important pour moi, mais le beffroi de Béthune où je suis né est important pour moi et la Thaïlande où je rajouterai. Mais je trouve l'idée assez géniale. C'est très sympa, tu vois. Je trouve que pour les proches d'ailleurs, c'est assez fun. Je trouve qu'ils puissent voir. Et c'est vraiment à l'image du défunt. Le funéraire se modernise heureusement. Écoute, merci, c'est une super idée. Ouais, c'est sympa. Donc on peut mettre des petits encarts. Je ne demanderai pas un cercueil en carton, mais dans un bois le moins cher possible, le plus écolo possible et avec ces illustrations. Mais ça se fait maintenant, les cercueils en carton avec des imprimés aussi, mais je ne sais pas s'ils poussent la personnalisation à ce point-là. D'accord. Voilà. Et là, c'est sympa, tu peux même mettre des petits encarts noirs où les gens peuvent laisser des mots. Tu me donneras le site de ce que je mettrai, je rajouterai sur mes trucs pour qu'on puisse trouver. Pimp My Coffin, parce que je suppose que si tu vas voir, je sais pas moi, le premier venu, si jamais je meurs pas à Paris, que je meurs à Béthune et que je leur dise je veux un cercueil comme ça, je suis pas sûr qu'ils vont me dire que c'est possible. Alors maintenant, Pimp My Coffin bosse avec beaucoup de personnes, mais il y en a beaucoup quand même qui le font. Alors nous ici c'est des cercueils qui sont faits par Canopée, c'est la maison Bernier qui existe depuis très 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 longtemps et en tout cas c'est adaptable à ces cercueils-là. D'accord. C'est un des plus gros fabricants de cercueils. Comme ce cercueil-là par exemple. Voilà, comme celui-là qui est très simple. Ça c'est un modèle très très simple qui vaut pas cher par rapport à certains cercueils et au final il est personnalisé même sur les côtés. Et ça tente à se moderniser le funéraire. C'est vraiment ce qu'on veut merci. Montrer. Voilà. Donc le choix du cercueil, on est bon. Alors Jean-Luc, maintenant qu'on a parlé de ton cercueil, il faut choisir une urne, puisque tu veux être crématisé. Oui, mais je veux une urne en carton aussi. Une urne en carton. Et ça existe. Parce que tu veux être dispersé. Oui, et puis je veux que les gens puissent écrire des trucs dessus. Très sympa, c'est ça, c'est des espèces de codes. Oui, mais c'est ce qu'on a fait pour Christophe. Mais j'ai plus rien à faire avec Jean-Luc, il est au taquet. Destination de l'urne, on y vient, parce que urne carton. C'est très simple. Et où les gens peuvent mettre des choses dessus. C'est très sympa, ça aussi, c'est très très sympa. Et pour une dispersion, ça suffit amplement. Comme ça, après, on peut l'acheter, et puis c'est biodégradable, et c'est très bien. Et puis voilà. Et donc, destination de l'urne, alors on y revient, parce que du coup, ces cendres,
où est-ce que tu veux qu'elle Alors, soit? j'ai un rêve, ce que j'ai fait pour mon mari, mais je ne suis pas sûr que je pourrais demander ça à mes amis, même si j'ai prévu justement de l'argent pour eux, pour qu'ils puissent faire des voyages. Pour mon Mhm. mari, j'ai mis des cendres de lui essentiellement, bon, d'abord dans notre maison de Béthune, qui est ma maison d'enfance, et je l'ai mis sur tous les continents, C'est hormis vrai? l'Australie. D'accord. C'est-à-dire que j'ai déposé des cendres à Bangkok, à Pattaya, à New York, à Montréal, à Oh. Londres, au Cap, en Afrique du Sud. Enfin, et je te dis pas tout. Et je trouvais l'idée qu'il soit partout. Dans le C'est monde, bien. alors que parce qu'on a adoré voyager, on a énormément Ouais. voyagé, et moi je suis un fou de voyage aussi, et je me suis lasse toujours pas de voyager, et j'aimerais qu'on fasse la même chose, mais je pense que c'est compliqué de demander ça. Aujourd'hui, je n'ai plus, enfin, je n'ai pas de conjoint, Mhm. en tout cas, je ne suis plus marié, etc. Et je trouve compliqué de demander à des amis. Alors, je leur ai demandé, enfin, dans mon testament, je leur demande qu'on vienne déposer, si je meurs ici, mes cendres à Bangkok et à Pattaya. Oh, bien. Et j'ai prévu, voilà, une somme pour qu'ils puissent faire le voyage. Évidemment que ça leur coûte rien. Oh, ça c'est Mais dingue. l'idée de ce que j'ai fait pour Christophe, quand j'y pense toujours, ça m'a fait énormément de bien et j'ai trouvé ça C'est formidable très symbolique, c'est qu'il très soit dans symbolique. tous les endroits, qu'il a aimé. Que vous avez découvert ensemble. Et Et encore quoi, une fois, voilà. c'est une Ouais. symbolique, voilà. Encore une fois, de par ce Même geste, si eh bien, c'est pas très légal, je reconnais. j'ai pas voulu relever Mais ce sujet, si tu veux. mais j'assume Oui. parce que je pense que c'est ce qu'il souhaitait et franchement, je trouve que bon, la loi c'est pour moi, j'ai respecté son intégrité, j'ai respecté, voilà, ce qui était une de ses passions, les voyages. Voilà, c'est ça. Encore une fois, à travers les obsèques, c'est rendre aussi hommage à une vie. Là, pour le coup, c'était les voyages, les endroits symboliques qui comptaient pour vous. C'est ça aussi, parler de ces dernières volontés, c'est pouvoir organiser quelque chose qui va rendre hommage à votre vie, plus que on n'est pas là pour célébrer une mort, c'est pas ça des obsèques. Et moi, j'adore aussi, et je suis pas du tout en phase avec cette législation. Et je le dis souvent quand j'en parle dans mes réseaux, qu'on me pose la question, et je dis directement, attention les amis, ce n'est pas moi qui ai fait cette loi, parce que directement je me fais des Ouais. fois, oui mais c'est pas normal, oui j'entends, je ne suis pas pour cette loi, mais c'est vrai que normalement on ne divise pas des cendres, c'est considéré comme un corps, mais voilà c'est un très beau geste, et donc toi ce sera Bangkok et Pattaya, et j'espère que des gens se dévoueront pour le faire. Moi je peux en mettre une petite partie sur la chaîne des puits si tu veux, Avec plaisir. les monts Auvergnat, c'est magnifique. Alors Jean-Luc, on en revient un petit peu à cette personnalisation de cette cérémonie. On va parler un petit peu des textes et des lectures. Est-ce que tu as imaginé un petit peu ce que tu voudrais? Plus des poèmes, des textes faits par des amis de la famille et lus par ces personnes, Bah, des trucs plus philosophiques, ah des non, non, choses... non, pas de Non? truc philosophique. Deux, trois amis qui viennent dire quelques mots gentils, quelques Qui se souvenirs, remémorent des sons. et puis voilà, et il y a un peu de chansons, voilà, tout simplement. Alors la chanson, on y vient. La chanson, on y vient. Qu'est-ce que tu imagines comme style de musique? De Alors moi j'ai mis un l'instrumental, peu des trucs, enfin, c'est écrit aussi déjà. J'ai aimé à perdre la raison de Ferrat, qui a été la chanson qu'on avait mise aussi à notre mariage et D'accord. qui est vraiment importante pour moi. Une chanson, comment dire, une chanson de Mylène Farmer, parce que bon, on peut pas quand même échapper à ça. Donc, Non, on adore Mylène. Moi, sans désenchanter, c'est pas possible. Donc, il faut désenchanter. Et, mais moi j'adore Mylène. On embrasse Mylène d'ailleurs. ouais. Et alors, il y en a deux autres, mais dont j'ai oublié les titres. Une d'Elvis Presley, voilà, il y a un moment, on peut avoir des trous, Bon, c'est dont pas je ne me grave, ça te souviens plus. reviendra, mais Et du puis, Elvis. une chanson de Sheila, qu'elle a sortie récemment, qui n'est pas très connue, c'est Penser à moi, souvent. Donc, D'accord. pour terminer en disant, voilà, ayez juste une petite pensée maintenant que je suis parti de l'autre côté, c'est un peu le thème de cette chanson. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Voilà, donc tout ça, c'est des musiques qui te représentent. Voilà, tout à fait. C'est ça aussi. Une cérémonie, c'est faire quelque chose qui représente le défunt. On n'est pas dans le Always on cliché. my mind, l'autre chanson.
qui est à la fois, c'est pas tellement par rapport à Elvis Presley, mais c'est par rapport à Priscilla, qui est une comédie musicale que j'ai adorée, que j'ai vue avec Christophe, qu'on était voir, et mon ami qui était le patron du Banana Café, qui est mort tout récemment, et qu'on est allé voir dans le monde entier, dans des langues improbables, même en suédois, etc. Et il y a un moment, cette chanson, elle est magnifique, elle a été reprise des dizaines de fois, et je trouve que voilà, toujours dans ma tête, toujours en moi. Je trouve Voilà, que elle a une symbolique. Elle avait une belle symbolique, et une symbolique en tout cas de jours heureux. Bah c'est ça, et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Il n'y a pas de règle qui dit qu'il faut que des trucs tristes, que des trucs. Non. Il n'y aura pas de musique classique, pas de trucs, pas tout ça, juste ça. C'est très bien, mais c'est très bien. Alors on en vient aux fleurs, du coup. Les fleurs, il n'y a pas nécessité de beaucoup de fleurs au vu de la destination de tes cendres, notamment. Nous, ce qu'on propose souvent aux gens, c'est à la rigueur, bon, pour la cérémonie qu'il y ait quelques fleurs, c'est bien, mais de faire des petites coupes avec des plantes qu'on peut replanter derrière, des petits rosiers ou quoi. Ok, c'est les gens, après, ils se font des petits mausolées, voilà, avec le rosier qui avait été offert en hommage aux défunts. Et ça, c'est très sympa. C'est quelque chose qui pourrait te plaire, ça, ou tu veux plutôt des fleurs coupées, des grosses? J'adore les fleurs. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est peut-être là les seules fois où je souhaite qu'on dépense un peu d'argent. Et quand mon ami Michel du Banana Café est mort en fin d'année, il a eu une gerbe qui a occupé tout son cercueil, qui était d'une beauté incroyable. J'avais jamais vu. C'est magnifique. J'avais jamais vu une gerbe comme ça, et je me suis dit, je veux la même chose. Je veux donc, la même chose. Une gerbe. Voilà. Par contre, je ne demande pas aux gens de venir avec des gerbes, mais ce que j'avais fait un peu pour mon mari, j'avais trouvé très sympa. Les gens étaient venus avec une rose. Et voilà, et chacun était venu juste avec une rose, et c'était assez avant que son cercueil s'élève. Les gens venaient déposer, il y avait des roses qui tombaient de partout parce qu'il y avait des centaines de personnes. Mais c'était magnifique. Donc pas des milliers de gerbes, je ne demande pas de gerbes, je préfère que les gens à la limite donnent de l'argent à la lutte contre le sida ou à autre chose. Voilà. Mais par contre, venir avec une fleur qu'on peut d'ailleurs organiser nous-mêmes, là les gens étaient venus, on en avait un peu, mais il y avait tellement de monde que beaucoup étaient venus spontanément avec leur rose, et je trouve que ça c'est plutôt bien. En plus, c'est une façon aux gens de dire, allez, je fais un petit effort, je vais quand même aller acheter une rose pour aller à sa cérémonie. C'est vrai qu'il n'y a pas lieu d'y mettre des sommes folles, autant que ça soit reversé à de bonnes causes. Alors, on en vient à un petit sujet délicat, l'acharnement thérapeutique. Si demain tu es en mort cérébrale, qu'on sait qu'il n'y a rien à faire, je suis un militant du choix de sa fin de vie depuis très longtemps, et moi je suis évidemment d'abord contre l'acharnement thérapeutique, qui est de toute façon illégal aujourd'hui, déjà dans les lois Leonetti, même si malheureusement ça continue dans la réalité des choses, où des gens continuent à s'acharner sur eux. Donc moi je dis qu'il faut quand même être très modeste, parce qu'à la dernière minute, c'est à la dernière minute qu'on va décider de ce qu'on veut, sauf si on n'est plus conscient. Là moi j'ai écrit des directives anticipées, je suis plus conscient, je suis dans un coma irréversible, etc. Je veux partir tout de suite, quoi. Bon, aujourd'hui, l'euthanasie n'étant pas possible, ça ne se passe pas comme ça, mais je veux au moins ce qu'on appelle la sédation profonde et continue, qu'on me fasse partir le plus vite, qu'on arrête de m'alimenter, de m'hydrater, et qu'on me fasse partir le plus vite possible sans souffrance. Voilà. Et après, voilà, je souhaite qu'on respecte mon choix. Si j'ai envie de vivre le plus longtemps possible, parce qu'à ce moment-là, j'aurai une nouvelle belle histoire d'amour, et que les souffrances physiques que j'aurai seront rien à côté le plaisir de voir la personne que j'aime, eh ben c'est très bien, on continue. Par contre, si je ne suis pas dans cette position-là et que je veux en finir, je ne vois pas pourquoi on m'obligerait à vivre des semaines, des mois, etc. Dans cette situation-là. Donc là, moi, je suis pour qu'on puisse respecter le choix de la personne, et c'est pour ça que je suis évidemment très favorable, parce qu'on ait enfin une loi d'ultime liberté en France qui permette aux gens de choisir l'euthanasie, le suicide assisté, ou de vivre le plus longtemps possible, parce qu'on ne sait pas ce qu'on voudra, et je trouve qu'une loi comme ça, elle donne tous les choix. Et ça, c'est ça qui est important. Et c'est bien, et c'est pour ça qu'on voulait aussi que tu nous en parles, parce que voilà, dans Dernière Volonté, on veut mettre en avant aussi des sujets importants, et ceux dont d'ailleurs beaucoup n'osent pas parler. Donc, même si la majorité des Français, quand ils sont interrogés, ils sont à 90% favorables à ce qu'on puisse choisir. 90% favorables. Voilà. Mais
Je dis, il faut ne rien imposer à personne surtout, c'est pour ça qu'il faut une loi de liberté. Ouais, et qu'aujourd'hui, on impose à des gens de devoir vivre des souffrances qu'ils ne veulent pas vivre. C'est ça. Non, mais c'est pour ça. Il faut qu'on puisse faire ce qu'on veut, Ouais. voilà, de notre pleine conscience. Et Ma mort m'appartient. c'est ça. Et d'où le fait de parler de ces dernières volontés pour éviter aux autres, d'imposer aux autres de faire des choix pour nous. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose, Jean-Luc, que tu voudrais absolument faire avant de partir? Alors, j'ai fait beaucoup de choses, mais j'ai fait toutes les choses que j'avais envie de faire, donc voilà. Et la chose que j'aime manger, puisque c'est les dernières minutes, ce sera du chocolat au lait. Ah, très bien. Mais des fois, c'est des choses simples. Hein. Oui. On ne demande pas. Il y en a, ils se rattachent à des petites choses et c'est très, très bien. Alors, Jean-Luc, je vais te soumettre un exercice un peu particulier, mais très profond. Imaginons que demain, tout s'arrête pour toi et que je te laisse la chance, tout de suite maintenant, de nous laisser un message à la vie, laisser un message au monde, à tes proches, à ta famille, à tes amis, aux gens qui te soutiennent, aux gens que tu as côtoyés, aux gens qui ont permis que tu sois là, de faire le Jean-Luc que tu es. Voilà, un message global pour la vie. Tu peux t'adresser à la caméra ou me parler à moi, mais qu'est-ce que tu voudrais dire? Une chose super simple, celle que peut-être moi la maladie et d'avoir beaucoup fréquenté la mort m'a apporté, c'est de vivre le moment présent, parce que le passé n'existe plus, le futur tu ne le connais pas, et si tu ne profites pas du moment présent, tu ne vis pas. Voilà, et d'arrêter de t'imaginer des futurs, de compter les jours avant tes prochaines vacances ou les trucs, parce que d'abord tu n'es pas sûr de les faire, tu auras peut-être un accident avant tes prochaines vacances. Et voilà, profiter du moment présent et donc profiter des gens qu'on aime. Il y a que ça de vrai dans la vie, le reste, voilà quoi. Très important, non, mais très important. Merci pour ta sincérité. Bon, et alors, on parle des dernières volontés depuis tout à l'heure, mais ça, c'est le plus tard possible, bien évidemment. Et on veut quand même savoir, en ce moment, qu'est-ce qui te fait vibrer? C'est quoi tes projets? C'est quoi tes envies? Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? On est dans le réel. Les dernières volontés, on les a faites. C'était très simple. C'était simple. Ouais. Voilà. Mais on veut savoir, c'est quoi les projets du moment, même si tu as mené plein de combats dans ta vie. Moi, c'est de pouvoir continuer à vivre. Je le disais précédemment, j'adore voyager. Donc, c'est de pouvoir continuer à voyager, c'est de pouvoir aller, parce que je suis très attaché à la Thaïlande maintenant, j'y ai un appartement, et c'est d'aller le plus souvent possible là-bas, voir mon autre famille, ma famille thaïlandaise. J'apprends d'ailleurs maintenant le thaïlandais, J'ai vu ça, et je pense que voilà, j'ai vraiment envie de ça, et de vivre, de comprendre que quand on vieillit, on se rend compte que, plus moi, avec tout ce que j'ai subi au niveau santé, le corps est plus du tout le même, etc. Et je veux, le temps que j'ai encore toute cette énergie, parce que j'ai quand même encore beaucoup d'énergie, pouvoir profiter de ça et passer beaucoup de moments présents avec des gens que j'aime, faire des choses que j'aime. Tu vois, je suis venu avec toi aujourd'hui, ça me fait très plaisir d'être là. Sinon, je le ferais pas. Sinon, je le ferais pas, parce que sinon, c'est pas du plaisir. Et aujourd'hui, j'essaye de ne plus faire de choses qui ne... Tu ne t'imposes plus rien. Alors, je m'impose quelques trucs parce que je suis quand même maire adjoint de Paris et qu'il y a un certain nombre d'obligations, mais en même temps, j'ai une délégation qui correspond beaucoup à mes combats. J'ai les droits humains, j'ai l'intégration, j'ai la lutte contre les discriminations. Je suis quand même en plein dans des combats que je mène. Donc alors, il peut y avoir des choses qui vous font suer, comme tout, comme dans ton boulot. Il y a des jours où il y a des moments, ça t'emmerde, il y a des trucs que tu n'as pas envie de faire. On est tous comme ça. Mais j'essaye de limiter au maximum les choses qui me plaisent plus, de plus me lever tôt, parce que j'aime pas me lever tôt et que je suis assez libre dans mon truc, parce que moi je me couche très très tard. J'aime la nuit, et j'écris la nuit, je fais des choses la nuit. Le matin, c'est une catastrophe et j'aime pas le matin, et c'est comme ça. Donc j'essaye de dire que maintenant, vieillissant, j'ai le droit aussi de me lever plus tard. Il y a aussi bien sûr des obligations. Donc voilà, j'essaye de vivre, puis de continuer quand même des combats. Je te disais tout à l'heure, je combats le combat contre le sida, pour une fin de vie digne, pour les questions LGBT, parce que dans le monde c'est catastrophique aujourd'hui. Et puis ces derniers jours, on a sorti un livre collectif avec élus locaux contre le sida. Alors. Voilà, l'espoir. Moi, je veux savoir ce que tu m'as ramené là. Que je vais t'offrir, que je t'ai ramené. J'ai souhaité, parce que tu sais qu'il y a quand même l'espoir que la fin du VIH arrive. L'ONU SIDA l'a fixé à 2030. À 2030, on pourra avoir un monde sans transmission du VIH. Et à Paris,
on est en passe d'y arriver. D'accord. Grâce à avec Paris sans sida, etc. Et donc, j'ai demandé à une vingtaine de personnalités d'imaginer de parler de cette fin du VIH en France, l'espoir d'une France sans sida. Et donc là, il y a 20 intervenants. Il y a une vingtaine d'intervenants. Alors, voilà, tu vois, les noms, ça va de Roselyne Bachelot, qui a été très engagée à ces questions, à évidemment Lynn Renaud. Oui, on adore Lynn Renaud. Voilà, et très belle photo d'elle. Et j'ai voulu, ce que j'ai fait, quand elle a fait ses photos, j'étais avec elle, c'est une amie très proche, et j'ai voulu que son chien, elle a eu un AVC, et elle a failli y passer, c'est son chien qui lui a sauvé. Donc il y a une très belle photo d'elle avec Pirate, dingue. ce chien qui l'a sauvé J'ai la hâte vie. de le découvrir. Il y a Sheila, Valérie Trierwiller, qui a été première dame, certains l'ont oublié, mais elle s'est très investie sur beaucoup de questions, et notamment sur la question du sida, donc c'était important qu'elle soit là. Ça va évidemment Anne Hidalgo, la maire de Paris, très engagée, qui a lancé l'appel de Paris, qui a demandé aux mairies de s'investir dans la lutte contre le sida. Et 10 ans plus tard, on se rend compte de l'efficacité. Christophe Marté, qui a été un président d'Act Up, voilà, la présidente de l'Assemblée, la première maire trans. Tous ces gens se sont très impliqués Catherine pour Vautrin, etc. Enfin, le père de la PrEP, Jean-Michel Molina. Voilà, donc c'est des très beaux textes, et c'est, vous voyez, des photos magnifiques. C'est des photos qui sont très très belles, et avec des belles citations. J'ai hâte de le lire. Voilà. Et alors celui-là, il sort. Alors il est sorti au mois de novembre. Ok. Au mois de novembre, vous voyez, je monte Lynn Renaud avec le fameux chien. Dingue. Voilà. Toujours aussi belle. Donc elle est magnifique. Elle a des yeux absolument merci incroyables. beaucoup. Donc c'est chez Michalon dans les bonnes, mais bien sûr. Mais dingue. Comme quoi, c'est un combat, encore une fois, important. Et on espère que cet objectif sera atteint, encore une fois. Mais ouais. Alors on va avoir du mal. Tu as amené beaucoup de combats, et tu as beaucoup réussi. Donc il n'y a pas de lieu que celui-là, l'objectif de 2030. Il faut qu'on y arrive. Parce que tu imagines le garçon qui a cru mourir avant ses 30 ans, voir une génération qui naîtrait. Ça serait dingue. En ayant l'espoir de ne jamais connaître le VIH, c'est quand même. J'aurais jamais pu imaginer ça. Donc j'aimerais vivre ça. Mais on y croit. Des amis, combat très important. Donc n'hésitez pas à soutenir Jean-Luc Romero dans ce combat. Moi aussi, à mon tour, j'ai des petits cadeaux pour toi, Jean-Luc, à la fin de cet exercice. Tiens donc, voilà, ça c'est pour toi. C'est simplement une petite gourde. C'est important de s'y Voilà. Et tu as aussi ton petit mug dedans à l'intérieur. Celui-là. Voilà, donc tu as. Génial, parce que franchement, vous avez fait les choses en grand, et c'est magnifique. Le logo, est vraiment très joli. Et ouais. Tu vois, on essaie de moderniser les choses. Et puis c'est très bien. Voilà. Je pense que c'était important sur cette question-là. Tout à fait. Écoute, Jean-Luc, je te remercie infiniment d'avoir accepté de te prêter au jeu, de nous ouvrir ton cœur, de nous raconter ton histoire pour finalement pouvoir parler de tes dernières volontés, faire avancer cette cause. Voilà, tu as fait avancer beaucoup de causes. Mais là, tu fais avancer la cause de la libération de la parole c'est anticiper ses volontés. Voilà. Moi, je te remercie. Puis merci de m'avoir donné une idée, parce que cette idée de cercueil décoré avec des symboles qui me poussaient, c'est vraiment une super idée. Donc je te remercie, parce que voilà. Et ben voilà. À cause de toi, je vais devoir rechanger mon testament. Mais c'est pas grave, je t'enverrai aussi celui-là. Merci beaucoup. Merci vraiment infiniment. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci à vous de votre soutien depuis presque 3 ans. Et à très très vite pour un nouvel épisode.